Merci de votre fidélité à nos programmes et bienvenue dans cette grande émission Global Politique, cette émission d'actualité et cette émission qui vous met à l'aise et vous permet de découvrir certaines vérités cachées de la classe politique congolaise. Comme Mobutu l'avait dit, Ekolo Congo est allé à côté Kate et Mouzé Laurent Désiré Kabila est arrivé pour dire ne jamais trahir le Congo. Et à ce jour, Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel président de la République, à l'est de la RDC, l'avait bien déclaré: je mettrai ma vie en danger pour sauver l'est du pays. Alors, pour analyser l'actualité de la RDC, nous recevons aujourd'hui Maître Guillaume Dakaïche. Il est cadre du Front commun pour le Congo. Après la marche organisée le 23 juillet dernier, il y a certaines voix qui se sont levées pour dire qu'il y a eu corruption, monnayage. Et nous avons même suivi, il y a certains militants déclarés du PPRD qui ont dit Totamboli, Pona, Koboya, loi, ya Minako. Minako a marché, mais Batamboli, Balobi, Totamboli, Pona, Koboya, loi, ya Minako. Cacophonie totale, et nous avons vu le tweet de Madame F. Bazaïba, qui est la secrétaire générale de l'MLC. Nous avons aussi suivi la réaction de Augustin Kambouya, qui est le secrétaire général de l'UDPS, et Ngoïka Sanji, l'ancien gouverneur du Kasaï, a aussi réagi pour le compte du Front commun pour le Congo. Où en sommes-nous avec la coalition FCCH? Monsieur Guillaume Dakaïche, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. En Swahili, on dit Binawaka. Oui, c'est vous qui le dites. Hein? Vous allez bien? Très très bien, monsieur le journaliste, très bien. Vous avez échoué. Vous avez fait 18 ans au pouvoir. Vous avez totalement échoué. La population ne voulait plus de vous. La population n'a pas voté votre candidat président. Vous avez fabriqué votre majorité parlementaire. Aujourd'hui, le Front commun pour le Congo fait des marches pour le respect des institutions. Où en sommes-nous? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes, et ça me fait rire. Je voudrais tout d'abord profiter de votre studio pour saluer mes électeurs qui me suivent à ce temps, et surtout ceux qui sont dans mon territoire de Chabunda, qui attendent de moi, bien sûr, en 2023, revenir encore comme candidat député national. Voilà. S'agissant bien sûr de votre intervention, tout à l'heure vous êtes en train de parler de la marche, vous parlez on a échoué, on a fait ceci. Bon, je crois que je dois vous les reconnaître sur pied de l'article 23 de la Constitution qui reconnaît, n'est-ce pas, à quiconque la liberté d'expression. Et là, je dois vous reconnaître et comprendre que vous avez la liberté d'expression ou tout le monde a la liberté d'expression de dire ce qu'il pense. Mais néanmoins, lorsqu'on doit dire de façon scientifique, de façon réelle ce qui se passe, aujourd'hui, on entend, n'est-ce pas, de défendre cette constitution. Je dois les rappeler ici que cette constitution à l'époque, c'est une constitution qui avait été rejetée par ceux-là qui la défendent aujourd'hui. Ça, c'est une réalité incontestable. Mais qu'à cela ne tienne, parce que vous parlez de notre gestion des Front commun pour le Congo, de gestion des présidents avis sénateurs, je crois qu'il s'agit de rappeler ici que c'est tout à fait impossible qu'on dise dans la vie de quelqu'un qui n'a jamais eu, n'est-ce pas, ce qu'on peut reprocher. Et je ne pense pas qu'on ne peut pas reprocher quelque chose. Aujourd'hui, vous reconnaissez qu'on devrait vous reprocher, puisque jadis, ce n'était pas le cas. Écoutez, je suis de ceux-là qui disent la vérité et je ne peux que dire la vérité devant votre micro parce qu'il y a la population congolaise qui nous suit, il y a mes électeurs qui me suivent, il y a même au niveau international des gens qui nous suivent à cet instant. Et j'aimerais peut-être que vous me donniez le temps d'éclairer parce que en vous entendre parler, et je tente de croire, c'est peut-être les informations que vous avez, parce que vous vous êtes cherché des informations, mais je voudrais quand même éclairer toutes ces informations qui sont à votre niveau mensongères. Il faudra maintenant les dire en termes de vérité. Vous savez, mais c'est ce que je suis en train de dire. Les journalistes ne mentent jamais, c'est vrai, on peut l'accepter, mais au moins les journalistes disent ce qu'ils entendent à gauche ou à droite.
Et il revient à nous, Bien confirmé. non, cette source peut être mauvaise ou bonne. Il y a lieu de comprendre les choses. Mais j'aimerais quand même que vous me laissiez le temps de pouvoir éclairer par rapport à tout ce que vous êtes en train d'évoquer et surtout que vous les évoquez de façon cavalière. Allons-y, je vous pose une question, comme ça vous répondez directement. La coalition FCC cache une coalition maudite, comme disent les uns les autres. Pour vous, est-ce cette coalition-là a sa raison d'être aujourd'hui? Oui, monsieur le journaliste, j'aimerais d'abord commencer, avant de revenir à votre question, commencer par vous dire que ici, en tant qu'analyste, je parle en tant que vice-président du Fonds des kabylistes engagés. C'est une structure qui est reconnue au niveau du FCC. Donc les fonds kabylistes et les fonds des kabylistes engagés, c'est une grande structure dont moi-même je suis le vice-président. Alors, par rapport à cette question, parce qu'il fallait normalement éclairer les électeurs, en quelle qualité nous parlons, et surtout que nous sommes aussi, n'est-ce pas, de cette grande famille du FCC. Vous posez la question de savoir par rapport à la coalition. Vous savez, dans ces pays, il faut reconnaître une chose. Laquelle, dans ces pays, il y a eu un président de la République, honoraire à ce jour, qu'on appelle Joseph Kabila Kabange. Ce président, je dis bien ce président, émis de peu, il est devenu président de la République parce qu'il faut le rappeler, après la mort de son père, voilà, il a fallu qu'on fasse, n'est-ce pas, des manœuvres, qu'on fasse toute manœuvre possible pour qu'on ait un président de la République. Et voilà, il est arrivé et il prête serment comme président de la République. En entrant au pouvoir, parce qu'il faut, n'est-ce pas, rappeler tout ça pour comprendre par rapport à cette coalition, le président Joseph Kabila Kabange, juste en entrant au pouvoir, il y a des guerres qui se dissipent à gauche et à droite. Et là, on doit les rappeler, à l'époque, c'était Jean-Pierre Bemba qui était du côté de l'Équateur. Du côté de l'Est, on avait Azarès Roubero avec l'RDC. Et à gauche, à droite, à Kisangani, tout ça. Et c'est tout ce que vous pouvez comprendre. Mais vous comprendrez, ce monsieur que moi j'appelle, n'est-ce pas, un héros en vie, parce que c'est un héros, il a tout milité pour que la paix revienne au Congo. Et je vous dis bien, on ne peut pas... Je vous dis bien, il a fallu l'impulsion de Joseph Kabila Kabange pour que tous ces belligérants comprennent que non, voilà, nous devons être sur une même table et discuter de notre pays qui est le dénominateur commun. C'est-à-dire, il a d'abord fallu qu'il y ait quelqu'un qui montre cette impulsion-là. Et là, on doit reconnaître les mérites de Joseph Kabila Kabange. Et voilà, en faisant cette impulsion, n'est-ce pas, il dit, ok, on était des militaires, on était des belligérants, les pouvoirs doivent revenir au peuple, chose qui n'arrivait pas. Depuis 1960, on se rappellera avec Mobutu, avec Lumumba, il n'a jamais eu des élections organisées comme ça a été au niveau par rapport à la situation de Joseph Kabila. Donc, après avoir réuni, n'est-ce pas, tous les belligérants, il leur avait dit, écoutez, les Congos, c'est un dénominateur commun et nous devons, n'est-ce pas, remettre le pouvoir au peuple. Et c'est comme ça, monsieur le journaliste. Parce que je dois le préciser. C'est pourquoi en 2006, je sais que vous ne voulez pas que je dise la vérité, ça je connais. En 2006, Joseph Kabila Kabange organise les premières élections. Ça c'est sans débat. C'est sans débat et c'est connu de tout le monde. Oui, merci. Pourquoi vous ne reconnaissez pas le mérite des autres? Par exemple, Jean-Pierre Bemba qui n'a plus voulu continuer avec la guerre, qui a accepté. Pourquoi est-ce que vous ne reconnaissez pas d'abord le rôle que Michel a joué pour que Joseph Kabila accède au pouvoir et accepte de négocier avec les autres? Vous étalez seulement votre seigneur comme s'il était l'eunuque, non? Même la véritable opinion. Je voudrais que vous... Maintenant, c'est la deuxième question, parce que la première question, jusque-là, je ne l'ai pas encore répondu. Je n'ai pas encore répondu à la première question. Je suis en train de comprendre que peut-être vous avez une mission de ne pas faire comprendre l'opinion par mon trichement, sous réserve, bien entendu. Mais au moins, moi, je suis habitué du débat. Je ne serai jamais dérouté par des questions d'ailleurs qui viennent de gauche. Parfois, on vous souffle. J'étais en train de dire ceci. Et ça, c'est pas de problème. Et ça, c'est pour l'intérêt du peuple qui nous suit. Parce que, vous savez, en français, on dit on a l'histoire pour éclairer les présents dans le bien-être de l'avenir. On ne peut pas s'en passer de l'histoire.
On ne peut pas. Pour connaître ce présent aujourd'hui, il a fallu qu'il ait l'histoire. Et voilà, en 2006, on organise les élections. Et qui les organise? C'est Joseph Kabila Kabange. Après l'organisation de ces élections, vous savez, c'est tout le monde, tout Congolais avait le droit, n'est-ce pas, de pouvoir être candidat. Et il y revenait, n'est-ce pas, à une institution qu'on appelle la CENI, de pouvoir trancher sur la recevabilité et même la validité d'une quelconque candidature. Et donc, on doit les rappeler s'il y a eu autant de candidatures. Et voilà, à l'époque, notre constitution prévoyait 2 tours. Et il a fallu qu'il y ait 2 tours parce qu'au premier tour, Joseph Kabila Kabange qui est resté avec Jean-Pierre Bemba. Et voilà, il y a eu la coalition entre les Palous et la majorité présidentielle à l'époque. Et il a fallu qu'il y ait cette coalition. Et voilà, Joseph Kabila Kabange en 2006 gagne les élections. Donc, c'est quelque chose qu'on doit rappeler au peuple congolais. Et tous ceux qui nous suivent à ce jour, ils doivent reconnaître que non, il y a eu ce mérite-là. Je suis en train d'arriver par rapport à la question de la coalition. Hein? La question de la coalition. Voilà, donc... C'est-à-dire, il y a eu ces élections qui ont été organisées. Il y a encore d'autres élections qui ont été organisées en 2011. Voilà, il devrait aussi... Non, c'est vous qui le dites. C'est pourquoi je vous dis l'article 23 donne la possibilité à quiconque de pouvoir dire tout ce qu'il pense. Mais la réalité est que Joseph Kabila avait 2 mandats par rapport à la Constitution. En 2006, il a organisé les séjours, il est passé président de la République et il a organisé encore en 2011 son dernier mandat. Donc, il devrait normalement organiser les élections en 2016 parce que de 2011-2016, c'est 5 ans, il devait les organiser. Et personne n'ignore que par rapport aux circonstances qu'il y a eu avec les Camerounais, ça peut à gauche, à droite, les M23, des choses qui n'ont pas permis à ce que les élections s'organisent en 2011. Et voilà, avec tout ce qu'il y a eu dans le pays, on organise les élections en 2018. Et en 2018, je vous dis, parce que j'ai toujours suivi les autres, d'ailleurs, qui ne voulaient même pas de cette organisation des élections. On doit les rappeler ici, la Mouka qui pensait même que la machine à voter, c'était une machine à voler. Ceux-là, les gens de la Mouka, militaient jour et nuit pour qu'on rejette la machine à voter. Mais on n'a pas compris... C'était valable peut-être pour eux parce qu'en fin de compte, je vous dirais que ceux qui refusaient la machine à voter, c'était qu'ils ont gagné les élections. Et je me pose la question, comment vous qui ne vouliez pas qu'on organise les élections et que vous déclarez que non, vous avez gagné les élections. Donc, ça c'est un faux débat. Maintenant, on arrive après avoir organisé ces élections, une plateforme qu'on appelle FCC gagne les élections au niveau parlementaire. Et une autre plateforme qu'on appelle Cash gagne les élections au niveau présidentiel. C'est ça la réalité du pays. C'est ça la réalité de la République démocratique du Congo après les élections de 2018. Maintenant, ces 2 plateformes se disent quoi? Écoute, vous avez gagné au niveau présidentiel, nous avons gagné au niveau parlementaire. Écoutez, nous devons faire un front commun, nous devons être ensemble, n'est-ce pas? Oui, posez-la. Peut-être que ce sera la 3e question. Vous avez la parole. Oui. Henri Magie, condamné à 18 mois de prison, après ces mêmes élections-là, qui dit Cop Oyo, Esaïa, Félix, Na, Kabila. Cop Oyo, Esaïa, FCC, Cash. Félix a gagné l'élection, Kabila a nommé. Et là, vous, toujours du FCC, vous dites Cash à la présidence a gagné la présidence et vous avez gagné le Parlement. Aujourd'hui, vous pouvez noir sur blanc confirmer que Félix Tshisekedi a été élu pour contredire les propos d'Henri Magie et puis vous continuez avec votre allocution. Oui, monsieur le journaliste, je crois vous avoir dit que je suis légaliste, je reste légaliste. Et pour parler de la légalité des choses, c'est-à-dire par rapport aux élections, c'est connu de tout le monde. Il ne peut qu'y avoir une seule institution qu'on appelle CENI, habilitée, n'est-ce pas, à proclamer les élections. Et la loi prévoit, dès lors que cette CENI publie les élections et qu'il y a quelqu'un qui a été candidat, bien sûr, qui estime que ce que la CENI a publié n'est pas valable, il revient à celui-ci, n'est-ce pas, de saisir les cours des tribunaux. Et vous vous rappellerez à l'époque, quand la CENI, n'est-ce pas, a publié Félix Tshisekedi, l'actuel président, que je salue en passant, la Mouka, par les trichements, bien sûr, de l'honorable, ce qui encore, qui était candidat, vous pouvez, Martin Fayoulou, qui n'avait pas accepté cette publication.
Et il a saisi la Cour constitutionnelle. Et cette Cour, au regard de cette requête qui lui a été, n'est-ce pas, déposée par Martin Fayoulou, la Cour a examiné cette requête et au finish, il y a eu un arrêt de principe qui a proclamé Félix Tshisekedi comme président de la République. Voilà dans un état de droit comment on reconnaît quelqu'un qui a été proclamé, quelqu'un qui a gagné les élections. Il y revient maintenant. Écoutez, moi en tant que légaliste, je vous dis, je suis légaliste. La légalité voudrait qu'il y ait la CENI qui proclame un candidat gagnant. Et dès lors qu'il y a quelqu'un qui contredit, il doit saisir les cours des tribunaux, chose qui a été faite par Martin Fayoulou. Et la Cour constitutionnelle a proclamé Félix Tshisekedi comme un candidat gagnant. Donc c'est sans débat en termes de la légalité, en termes de celui qui a été élu. Moi, je connais que la loi, au regard de la loi, c'est Félix Tshisekedi qui est président de la République. Et là, il est le président de tout le monde. Merci. Que vous soyez du CAJ, que vous soyez du FCC, il est le président de tout le monde. Donc, par rapport à cette question, si Harry Magie a dit, je crois que je vous dis, sur pied de l'article 23, chacun de nous est libre d'apporter son avis. Parce que la constitution que le président honoraire a conçue et a voulu que ce soit pour la République démocratique du Congo, c'est une constitution qui amène à chacun de nous de pouvoir dire tout ce qu'il pense. Et moi, je reste légaliste, je ne peux que vous parler en termes de la loi. Maintenant, s'agissant de l'accord, parce que c'était ça la question que vous avez posée précédemment, j'étais en train de vous dire qu'il a fallu qu'il y ait maintenant cet accord. FCC, CAJ, ils se sont mis ensemble. Ils se sont dit, voilà, nous devons être ensemble pour gérer la République. Mais ce qu'on doit reconnaître que dans chaque circonstance, lorsqu'il peut y avoir, n'est-ce pas, un accord, on ne peut pas oublier qu'il y ait des petits problèmes. Mais ce qui est plus important en cas de petits problèmes, c'est de trouver la solution. Voilà ce qu'on peut vous dire. Voilà. Alors, vous avez bien dit, en cas de problème, il faut toujours trouver la solution. Mais qu'est-ce qui fait que depuis le début de la coalition, FCC CAJ, ces problèmes-là ne trouvent pas toujours de solutions? Oui, c'est vous qui les dites que non, les problèmes ne trouvent pas toujours de solutions. Et pour les problèmes, écoutez, je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous répondre. Vous vous dites, quel est le problème qui existe qui ne trouve pas de solution? Il y a eu les premiers problèmes. Après avoir signé l'accord, il a fallu qu'il y ait la formation du gouvernement, n'est-ce pas? Mais c'est un problème qui a trouvé solution. On a vu la nomination, n'est-ce pas, des premiers ministres Ilunga et Kamba, qui est à ce jour premier ministre. C'était un problème qui s'est posé. Il y a eu une solution. Et il y avait aussi un autre problème, n'est-ce pas, de former le gouvernement. C'était un problème. Et voilà, les deux grandes personnalités de ces deux plateformes se sont encore retrouvées. Ils ont trouvé la solution, n'est-ce pas, au problème de trouver les ministres. Et aujourd'hui, on a un gouvernement. Oui, je vous suis, monsieur le journaliste. Voilà. C'est quel problème? C'est vous qui le dites, oui. Pourquoi à chaque fois, quand le chef de l'État doit prendre des mesures, doit signer les ordonnances, il y a toujours des réactions intempestives de la part du Front commun pour le Congo? Souvenez-vous, un député du FCC a déjà traité le président de la République d'inconscient. Souvenez-vous, la présidente de l'Assemblée nationale a eu à juger leurs ordonnances du chef de l'État. Souvenez-vous, lors de l'organisation du Congrès pour l'état d'urgence décrété par le chef de l'État, Alexis Thambwe Mwamba est descendu pour tenir des propos disant même que c'était inconstitutionnel. Jusqu'à ce que Jean-Marc Kabunda Kaboun, le premier vice-président de l'Assemblée nationale à l'époque, a réagi. Et aujourd'hui, on a les conséquences. Plus récemment, il y a quelques jours, le chef de l'État signe les ordonnances. Il y a encore le FCC qui va descendre tout en appuyant le Premier ministre pour dire que ces ordonnances-là étaient inconstitutionnelles, juste puisqu'il y a eu signature du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, issu du gouvernement où vous êtes majoritaire. Pourquoi toujours, quand le chef de l'État doit prendre des mesures, vous, du FCC, vous devez chercher à mettre toujours de coq à jambe? Qu'est-ce qui vous fait peur dans ces ordonnances? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que lorsque vous êtes en train de rappeler les ordonnances, vous ne parvenez pas à dire telle ou telle ordonnance. Parce que si on doit aussi reconnaître,
il y a eu l'ordonnance qui a nommé le Premier ministre. Pouvez-vous m'aider qu'il y a eu débat par rapport à cette nomination? Non, je suis en train d'arriver. Est-ce qu'il y a eu débat? Parce que vous ne parlez que des ordonnances. Je ne vous rappelle pas les ordonnances. Je peux commencer. Rappelez-les-moi. On a nommé le directeur général au niveau du SNCC et de la Chekamine. Ok. Ça a pris une année. Ok. Pour que le ministre du portefeuille puisse notifier officiellement Tungu Wakumwanza Voilà. et Fabien Moutombe. Voilà. Vous vous souvenez? Voilà. Vous faites allusion à cette ordonnance. Voilà. Je vous suis. Le chef d'État effectue un déplacement. Ouais. Après avoir rencontré la communauté congolaise en Belgique. Ouais. En disant Oyo akoto samakamunga na zolo bate bic rouge. Et de votre côté, Madame Janine Mabunda a réagi. Vous vous souvenez? Le chef d'État. Ça, ce n'est pas une ordonnance, ça, c'est juste les propos du chef de l'État. Je dis bien Ok. des mesures. Voilà. J'ai parlé des ordonnances et des mesures. Ok, je vous suis très bien. Le chef de l'État va encore signer des ordonnances. Où on a vu Gabriel Amissi, dit Tangofor, va remplacer John Numbi, oui. Il y a eu remaniement au sein de l'armée Ouais. et le Front commun qui dit non, le contre-signe est une exclusivité du Premier ministre. Donc même si aujourd'hui le Premier ministre devrait mourir, s'il n'y avait pas un Premier ministre, on devrait ressusciter ce dernier pour venir contre-signer. Au moment où, à votre époque, vous vous souvenez encore, Cheikh Kitundu va signer les ordonnances. Au moment où notre papa Tchibala était encore là, José Makila a contre-signé. Tchibala dormait à la primature. Pourquoi, quand c'est Félix qui signe et qui avait contre-signe, vous devez réagir mal? Oui, messieurs les journalistes, j'ai toujours aimé vos questions, vous connaissant, parce que Laurence, ce n'est pas un journaliste de tout à l'heure, de la dernière pluie, c'est un journaliste bien averti et qui s'y connaît. Mais je voudrais, messieurs les journalistes, solliciter aussi votre concours de rester calme, comme j'ai tenté d'être calme en écoutant vos questions. Je ne voudrais pas, Je vous pose des questions. Voilà, merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est-à-dire quoi? Ici présent, vous avez rappelé, si je vous ai bien compris, des ordonnances. La première est celle qui avait nommé les mandataires au niveau de la GECAMINE. Vous dites que non, il y a eu des brouhaha par rapport à ces ordonnances. Et vous rappelez aussi l'ordonnance de tout à l'heure, n'est-ce pas, nommant les généraux au sein de notre armée. Vous savez, nous sommes dans une coalition et c'est peut-être un exercice qui n'a jamais existé au Congo. Et pour, n'est-ce pas, gérer cette coalition, il peut toujours avoir des coques à jambes, il peut toujours avoir ceux qui analysent mal et ceux qui analysent bon. Ça contribue aussi, n'est-ce pas, à notre évolution, à l'évolution du droit. C'est des questions qui se posent. Je rentre par rapport à la première ordonnance tendant à nommer les mandataires au niveau de la GECAMINE et pourquoi pas au niveau du SSC. Messieurs les journalistes, je crois vous avoir dit que je demeure légaliste et je ne peux que défendre les droits. Vous vous rappellerez, pour ceux qui le savent, bien sûr, parce que vous savez, la compréhension facile n'est pas aussi accordée à tout le monde. À l'époque, c'est le premier ministre, n'est-ce pas, Tchibala Nzenze, qui était déjà démissionnaire. Et ça, c'est du droit pire. C'est pourquoi je vous dis, les droits n'est pas facile à la compréhension de tout le monde. C'est-à-dire, le premier ministre Tchibala Nzenze est là. Et on a aussi un autre premier ministre déjà nommé qui est Ilunga Ilunkamba. Nous sommes face à deux premiers ministres, l'autre qui est sortant et l'autre entrant. La question du droit, et c'est pourquoi je dis la beauté du droit. On se posera maintenant la question, dès lors le président de la République prend la décision, n'est-ce pas, de signer une ordonnance, qui doit devoir la contresigner? Parce que l'article 79 de la Constitution, et si vous aviez la Constitution ici, il fallait qu'on la lise, parce que je ne vais pas évoquer sans que les téléspectateurs qui nous suivent et suivent réellement, accepter que je lise l'article, je lise la Constitution. Voilà. Que dit l'article 79? Parce que c'est les choses de la matière. L'article 79 dit ceci. Le président de la République convoque et préside les conseils des ministres. En cas d'empêchement, il délègue ses pouvoirs au Premier ministre. Le président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par la présente Constitution.
il statue parfois d'ordonnances. Les ordonnances du président de la République, autre que seules, et c'est là qu'il fallait bien préciser, autre que seules prévues aux articles 78, alinéa 1er, 80, 84, et là ça parle d'état d'urgence, tout ça, sont contresignés par les premiers ministres. Vous comprenez? Ça c'est l'article 79 de la Constitution. Et si vous suivez bien l'article 80-81, on vous dira toujours que non, toutes les ordonnances qui doivent être signées par le président de la République doivent être contresignées par les premiers ministres. Mais le débat, c'est quoi par rapport à cette ordonnance que vous venez d'évoquer? Le débat, c'est quoi? Ici, on parle du premier ministre. On ne dit pas du premier ministre qui a démissionné, ni on ne dit pas du premier ministre, n'est-ce pas, qui a été nommé. C'est ça le débat du droit. Vous comprenez? C'est ça le débat du droit. Et je profite de cette occasion, n'est-ce pas, pour éclairer cette lanterne. Par rapport au droit, c'est quoi? Quand on parle de premier ministre, c'est-à-dire ça doit être un premier ministre qui est investi de tous ses pouvoirs. C'est-à-dire à l'époque, et ça, il faut qu'on le dise, et le premier ministre Tshibala, qui était déjà démissionnaire, et le premier ministre, n'est-ce pas, Ilunga Ilunkamba, qui n'était pas encore investi par l'Assemblée nationale, aucun d'eux ne pouvait pas contresigner ces ordonnances signées par les chefs de l'État. Vous savez, c'est un cas nouveau du droit, c'est un cas qui n'a jamais existé. On n'a jamais été en face des deux premiers ministres, l'autre qui est nommé et l'autre qui a démissionné. C'est un cas nouveau, c'est un casus et ça fait débat. Et c'est ce qui a fait débat. Et j'aimerais que vous, les téléspectateurs qui nous suivent, les savent que non. Dans les cas précis, ça fait un débat parce que ce sont des choses qui n'ont jamais existé et ça donne de la matière. Ça donne de la matière. J'aimerais chuter quand même, monsieur le journaliste. Ça donne de la matière. Je vais mettre un peu l'ingrédient de ce que vous venez de dire. Le chef de l'État signe une ordonnance. L'ordonnance doit être contresignée par le Premier ministre. On se pose la question, l'un démissionnaire, l'autre entrant, et on devrait chercher à savoir qui devrait la contresigner l'ordonnance. Okay. Ouais. Joseph Kabila Kabange, à l'époque président de la République. Félix Tshisekedi, élu président. Mais il n'était pas encore entré en fonction. Joseph Kabila qui va signer l'ordonnance nommant le commissaire. Vous vous souvenez encore de cela? Est-ce que c'était légal ou il avait aussi violé la Constitution? Je peux revenir maintenant vous répondre. Oui, j'étais en train d'éclairer par rapport à la première question. Parce que dans ces cas, sous examen qu'on est en train de débattre ici, il s'agissait, et ça, il faut que les gens le savent, il s'agissait d'un premier ministre, Ilunga Ilunkamba, qui n'était pas encore investi par l'Assemblée nationale, mais il était là déjà nommé. Et on était en face, n'est-ce pas, d'un premier ministre, Tshibala, qui était déjà démissionnaire. Je vous dis, c'est un cas. C'est un casus, c'est un cas qui fait débat, c'est un cas qui n'a jamais vécu en République démocratique du Congo. Et ça fait débat. C'est pourquoi vous avez posé la question pourquoi il y a eu. Je vous dis, c'est par rapport à cette question-là. Parce que le droit, tout est constitutionnel. On parle du Premier ministre. On ne dit pas du Premier ministre qui est démissionnaire ou bien celui qui doit devoir être investi. Mais au regard de la loi, il n'y a que le Premier ministre qui a les pleins pouvoirs qui doit devoir les signer. Voilà pourquoi ça fait débat. Revenons par rapport à cette autre ordonnance qui venait d'être signée par le chef d'État parce que vous avez rappelé. L'ordonnance... Non, écoutez, je suis en train d'éclairer. C'est pourquoi je vous ai demandé. C'est pourquoi je vous... J'en arrive. Je ne voudrais pas que vous troubliez mes idées. Et je sais que vous n'allez pas les faire parce que je suis chevronné dans cette matière. La dernière ordonnance dont vous faites allusion, qui est en train de faire débat selon vous, c'est l'ordonnance qui a nommé, n'est-ce pas, les généraux. Bien entendu, les changements au niveau... au sein de notre armée, parce que, vous savez, je suis en train d'arriver. Ça fait débat. Ça fait débat. Et ça, écoutez, ça fait débat. C'est-à-dire quoi? On assiste à la nomination
à la signature des ordonnances. Vous savez pourquoi d'abord? Parce qu'il faut éclairer. Je vous ai dit que je suis légaliste et je demeure légaliste. Pourquoi la Constitution impose les contraintes? Parce que ça, c'est extrêmement important. Pourquoi la Constitution impose les contraintes du Premier ministre? C'est parce que ces derniers, qu'on appelle le Premier ministre, est responsable devant le Parlement. Parce qu'en cas de quoi que ce soit dans l'application de l'ordonnance signée par le président de la République, c'est le Premier ministre qui a été comme contre-saint dans ces ordonnances qui doit en répondre. Parce que le président de la République ne peut pas, n'est-ce pas, être appelé devant les... C'est pourquoi la Constitution impose au Premier ministre. Et lorsque ça impose comme ça, mais c'est pour vous dire que ça a son importance, son présentant. C'est-à-dire, lorsqu'il contresigne ces ordonnances, il s'engage, n'est-ce pas, à dire, en cas d'une quelconque interpellation devant le Parlement, je serai capable, n'est-ce pas, de pouvoir dire que non, je lis tous les dossiers publics, je lis la matière et j'ai compris que non, ça valait la peine pour l'intérêt de la République. C'est pourquoi la Constitution impose. Dans le cas d'espèce que vous venez d'évoquer, messieurs les journalistes, parce qu'il faut en parler. Les ordonnances sont signées. Le Premier ministre, il est au pays. Il a été dépêché, bien entendu, par son chef direct, qui est le président de la République. Il est dépêché à Lubumbashi. Et voilà, en étant à Lubumbashi, il y a les ordonnances qui surgissent. Et ces ordonnances seront contresignées par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, qui faisait l'intérim. Ça fait aussi débat. Pourquoi ça fait débat? Parce que je venais de vous rappeler l'article 79 de la Constitution, l'article 80 de la Constitution. Ces articles sont en train d'imposer, je dis bien, sont en train d'imposer les contraintes du Premier ministre. Vous comprenez? Oui, j'en arrive. Non, si le Premier ministre n'est pas là. Et là, je vais vous lire l'article 90 de la Constitution. Voilà, je vais vous lire l'article 90 parce que vous parlez au cas où. Je crois que c'est l'article 90 qui le dit. La Constitution, oui, je veux. Le gouvernement est composé du Premier ministre, tout ça, patati patata. Lorsque le programme est approuvé, écoutez, bon, il faut que je lise les deux, mais je sais que la matière, au cas où le Premier ministre est empêché, vous comprenez, on parle d'empêchement. Le premier, c'est lui qui vient par rapport à la préséance qui doit devoir assurer l'intérim. Ça, c'est sans débat. Ouais. Mais écoutez, dans les cas d'espèce, c'est pourquoi en droit, il faut distinguer les choses. Hein? Parce que ce qui nous différencie, c'est cette distinction-là. Et aujourd'hui, c'est accordé à tout le monde l'interprétation de la Constitution. C'est ça le mal. On accorde l'interprétation de la Constitution à tout le monde. Maintenant, je suis en train de revenir. Le vice-premier ministre n'avait pas le droit de contresigner. Je suis en train de revenir. Dans les cas sous examen, parce qu'il faut faire la différence des choses. Le Premier ministre, Ilunga Kamba, avant d'effectuer sa mission qui lui a été, n'est-ce pas, accordée par son chef hiérarchique qui est le président de la République, que je salue en passant, le Premier ministre a pris les soins, n'est-ce pas, de pouvoir rédiger une lettre au vice-premier ministre qui devrait assurer l'intérim. Écoutez, mais je suis en train de vous dire, j'assume ce que je suis en train de vous dire. Le Premier ministre instruit le vice-premier ministre en lui disant, écoutez, comme je me déplace, voilà, c'est vous qui devez assumer l'intérim. C'était verbal. Écoutez. C'était verbal parce que j'ai cherché le document. Écoutez, vous savez, les sources du droit, lorsque on veut même faire un contrat, on peut avoir un contrat verbal, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas les droits. On peut aussi avoir un contrat écrit. Vous comprenez? Alors, je vous dis, ça c'est vous qui le dites, et c'est pourquoi je vous dis, CP de l'article 23, je vous accorde. Et donc, le Premier ministre instruit le vice-premier ministre en lui disant, vous devez assurer l'intérim, mais voilà ce que vous devez faire. Vous devez faire ça, ça et ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas outrepasser. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'abus des pouvoirs. C'est-à-dire, lorsque vous dépassez, vous outrepassez les pouvoirs qui vous ont été accordés, vous faites ce qu'on appelle l'abus des pouvoirs. Je ne dis pas ici que le vice-premier ministre pourra être poursuivi pour abus des pouvoirs, ça je ne le dis pas. Mais au moins, je suis en train de démontrer en termes du droit, lorsque
on outrepasse les pouvoirs qui vont été accordés par la loi, vous faites l'abus des pouvoirs. Dans les cas d'espèce, les premiers ministres donnent mandat au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, que non, vous devez faire ça et ça, et ça, c'est de façon claire et nette. Mais malheureusement, je dis bien, et je suis de ceux-là qui regrettent, malheureusement, les ordonnances se sont signées, bien entendu, par les chefs de l'État. Et là, on doit devoir faire une analyse, n'est-ce pas? Parce qu'on se posera la question quelle est l'urgence qui était. Mais de toutes les façons, on doit aussi reconnaître, parce qu'il n'y a que les chefs de l'État qui doivent juger de l'urgence qui doit devoir se trouver dans les pays. Mais c'est là. Et encore, c'est cette précision que je voulais apporter au niveau des électeurs, au niveau de ceux qui nous suivent, des téléspectateurs, que non, les premiers ministres étaient au pays. Et vous savez même, avec l'avantage, n'est-ce pas, de l'Internet aujourd'hui, avec l'avantage de la télécommunication, même en état Lumbashi, les premiers ministres pourraient signer. Ça, je vous dis la vérité. Pourquoi tout simplement, et c'est la question qu'on se pose, et même moi je me pose cette question, que non, pourquoi les présidents et encore les présidents de la République dépêchent le Premier ministre? Qu'est-ce qui se cache? Est-ce qu'il a fallu seulement faire dépêcher le Premier ministre pour maintenant juger de l'urgence, n'est-ce pas, de ce genre de... Ça fait débat. Et moi, je suis de ceux-là qui pensent, j'aimerais chuter par rapport à cette question, je suis de ceux-là qui pensent que non, on doit devoir, n'est-ce pas, se poser cette question, et peut-être c'est une question qui pourra se régler sur les plans politiques, mais moi, en tant que légaliste, je vous dis que le Premier ministre étant responsable devant les parlements, lorsqu'il doit devoir contresigner une ordonnance, il doit prendre son temps de s'assumer, de s'informer de ce qu'il doit devoir contresigner. Et dans le cas d'espèces choses qui n'ont pas été, voilà pourquoi ça fait... Et là, ce n'est pas les FCC, parce qu'il faut faire la différence. Vous parlez du FCC, là, c'est le Premier ministre. Les premiers ministres, quand on est ministre, quand on est un homme d'État, on n'est pas de la famille politique, on sert d'abord la République. On a un peu de chuter. Voilà. On a un peu de chuter. Je vous pose une petite question. Posez toutes les questions, monsieur le journaliste. Je suis très à l'aise. Non, vous savez, il faut éclairer la lanterne de la population. Vous êtes en coalition avec les cash. FCC 65%, cash 35%. FCC dirige la Banque centrale. FCC a le gouvernement en main. L'économie du pays galope. Et le FCC qui se met en route pour dire tout les pays qui a 5-16 qui boit les commis boy. Même à l'Assemblée nationale, la présidente qui va soulever un pain. Oubliant qu'elle est là pour veiller, surveiller le gouvernement. Pourquoi le FCC cherche toujours à accuser le chef d'État au lieu d'assumer, puisque vous êtes en coalition et vous avez même 65%, lui n'a que 35%. Vous avez la parole. Je peux vous répondre. Vous avez la parole. Monsieur le journaliste, comme je l'avais si bien dire et rappeler que Laurence n'est pas un journaliste tout à l'heure de la dernière pluie. S'agissant de cette question, vous devez d'abord savoir que dans ce pays, il n'y a qu'un chef de l'État. Il n'y a pas de chef de l'État, comme les autres le prétendent, les gens de l'autre côté, à gauche, à droite, que non, le président élu, le président saisi. Il n'y a qu'un seul chef de l'État qui a été élu au suffrage universel direct. Ça s'appelle Félix Tshisekedi. C'est lui le chef de l'État. C'est lui le garant de toutes les institutions. Le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui. C'est-à-dire, dès lors même que l'institution gouvernement, en termes, n'est-ce pas, de ce que vous êtes en train de décrier, que non, il y a le galopage du prix, de ceci, cela, lui, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il doit devoir en répondre devant le peuple. Et le peuple, ce n'est pas seulement les FCC. Le peuple, ce n'est pas seulement l'IDPS. Parce que quand vous parlez d'IFCC, je suis en train de voir une plateforme. Mais moi, je dois vous dire que c'est le peuple qui est le premier demandeur lorsque quelque chose ne va pas. Et en date du 23, c'était le peuple qui s'est prononcé, qui a sur pied, bien entendu, de l'article 26. Et là, je dois devoir vous lire. Que dit l'article 26 de la Constitution? Hein? Ça, c'est le peuple. Et c'est l'article 26 qui les garantit. Que dit l'article 26? L'article 26 dit ceci. La liberté de manifestation est garantie. Par la Constitution. Ça, c'est la Constitution. C'est-à-dire, le peuple a le pouvoir, n'est-ce pas, de pouvoir manifester lorsqu'il estime qu'il y a une question qui ne va pas.
Ce n'est pas l'FCC. Merci. Hein? Ça, c'est la Constitution. Et donc, je suis en train de chuter par rapport à votre question. Et donc, les peuples, lorsqu'ils constatent, et moi je suis parmi ces peuples-là, vous savez, lorsque le président honoraire était président de la République, il a laissé les taux de dollars autour de 165. Ça, c'est pas rappelé, c'est connu de tout le monde. Mais aujourd'hui, on est en 2020, les taux c'est à 2020. Qu'est-ce qui se passe? On doit se poser cette question. On doit se poser cette question. Qu'est-ce qui justifie? Certains diront, peut-être c'est la pandémie. Oui. On doit reconnaître qu'il y a eu cette pandémie. Mais est-ce que cela pourrait justifier qu'on aille jusqu'en 2020, qu'on ait les taux de 2020? Ce sont des questions, n'est-ce pas, qui sont interpellatives et qui doivent devoir attirer l'attention du président de la République en tant que, je dis bien, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Puisque c'est le gouvernement qui a la politique, n'est-ce pas, et lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, il doit devoir avoir un œil pour que cette institution-là qu'on appelle le gouvernement fonctionne convenablement pour l'intérêt de la population. Comment résoudre la crise en RDC? Nous sommes en train de chuter juste en une minute. Oui. Comment résoudre la crise en RDC et créer une bonne stabilité afin que la population s'en réjouisse? Oui, vous savez, monsieur le journaliste, ici, c'est le président de la République, comme je vous ai dit, qui est le garant. C'est lui qui donne la politique, n'est-ce pas, du bon fonctionnement de toutes les institutions. Il y revient, n'est-ce pas, par rapport à ce qui se passe. Et moi, si j'étais le conseiller du président, peut-être c'est l'occasion pour que je le conseille. Parce que, en tant que peuple, en tant que son électeur, en tant que celui qui doit devoir être administré par lui qui est le président de la République. Non, écoutez. Écoutez, je dis bien en tant qu'électeur. L'électeur a la liberté, n'est-ce pas, de choisir qui il veut. Mais ce n'est pas pour autant, lorsqu'on devient président de la République, vous n'êtes pas son président. C'est-à-dire aujourd'hui, je vous dis ceci, je répète en disant, j'ai été électeur comme tout autre électeur. Et dès lors que la loi proclame un président de la République, il devient le président de tout le monde. Même le président de tous ceux-là qui ne l'ont pas élu, comme moi. Comme moi, je ne l'ai pas élu, j'ai reconnu que j'avais élu, c'est qui? C'est Chadar qui était mon candidat. Alors, juste pour dire que le président de la République a cette responsabilité-là de pouvoir organiser les bons fonctionnements pour l'intérêt de ses électeurs, pour l'intérêt de sa population dont j'ai fait partie. Moi, aujourd'hui, vous savez, pour me venir ici, ça m'a pris du temps. Il fallait peut-être chercher à gauche, à droite pour avoir de l'argent, chercher des carburants, alors qu'à l'époque, vous savez, ce n'était pas le cas. Et donc, ce sont des questions qui doivent, n'est-ce pas, interpeller ceux qui nous gouvernent. Et la première personne du pays, c'est le président de la République. Et donc, il lui revient, comme je suis bien dit, en tant que garant du bon fonctionnement. Je dis bien, du bon fonctionnement. Parce que le Premier ministre, il n'est que membre d'une institution qu'on appelle gouvernement. Vous comprenez? Et lui, lorsque cette institution ici a un dysfonctionnement, le président de la République doit devoir garantir les bons fonctionnements. Parce que c'est à lui que la Constitution reconnaît les bon fonctionnement de toutes les institutions. Pas au Premier ministre, pas au président de la Cour de cassation, pas au président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, c'est au président de la République. Donc, par rapport à ça, il lui revient à pouvoir tout mettre en œuvre pour que la population congolaise dont je fais partie puisse, n'est-ce pas, retrouver sa vie quotidienne, son pain comme il est habitué à l'avoir. Et voilà, c'était un plaisir de partager ces bons moments ensemble avec vous, très chers téléspectateurs. Je pense que vous avez aimé cette émission. Un grand merci à notre invité, Maître Guillaume Ndakaïche. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Un grand merci à Ilersi et à Enoch qui était derrière la caméra. Un grand merci aussi à Madame Nanouche qui a réalisé cette émission. Nous vous souhaitons une bonne soirée et bon suite des programmes sur votre chaîne, tout en vous rappelant que cette émission, vous pouvez bien le suivre sur YouTube, Actualité Plus. Excellente soirée chez vous.